Bonjour et merci d'être venu aujourd'hui pour un événement de notre saison Suivre les ondes, Lars Fredriksson en résonance avec Anastasia Ax et Kristin Adlund. L'exposition, qui est au cœur de la saison, est la première d'une série curatée par notre directrice Sara Arrhenius, qui met en dialogue des artistes pionniers en leur temps et des artistes contemporains. Vous avez encore jusqu'à le 16 juin pour découvrir l'exposition et les derniers événements de la saison. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'entendre parler et jouer Kristin Adlund. Alors, je veux seulement mentionner que la saison Suivre les ondes est un hommage au studio de musique électronique et d'art sonore Elektronmusikstudion, EMS, à Stockholm, où Kristin Adlund a étudié, qui fête ses 60 ans cette année. Et EMS est depuis 60 ans l'une des plus importantes plateformes de musique nouvelle en Europe. Et vous aurez d'ailleurs l'occasion d'écouter un concert en présence d'EMS le 6 juin dans notre jardin ici, curaté par le génial artiste sonore et compositeur Tarek Atoui. Et les billets pour ce concert sont en vente sur notre site web. Et vous êtes également les bienvenus à notre finissage le 13 juin, où vous aurez l'occasion de voir une performance d'Anastasia Ax, installation derrière. Aujourd'hui, Kristin Adlund sera en conversation avec Guillaume Loger, chercheur associé à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, conseiller artistique, docteur en esthétique, histoire et théorie des arts et en sciences de l'environnement. Après la rencontre, on aura une pause avec un DJ set de l'artiste Fredrik Söderberg avant le groupe Malörtens vänner, en français Les Amis de l'Armoise, fondé par Kristin Adlund, avec Marcus Matt et Andreas Kaliaridis, qui livrent une interprétation méditative de leur composition 4 dimensions d'un marin. Mais maintenant, je donne la parole à Antoine Coffer, conseiller éditorial et spécialiste des représentations de la nature dans la production culturelle, patrimoniale et contemporaine, qui va modérer la discussion. Merci infiniment à toutes et à tous d'être présents. Merci bien évidemment à l'Institut suédois, à toutes ces équipes de rendre possible cette discussion. Donc je suis ravi d'avoir à mes côtés de panélistes issus de champs disciplinaires qui parfois s'entrecroisent. Et c'est justement à partir d'entre-là, de croisements, de circulation qu'on va essayer de construire cette conversation. Puisque tous les deux travaillent à l'intersection de plusieurs champs. Alors, Guillaume Loger sont des champs disciplinaires. Vous avez travaillé, vos champs de recherche sont au croisement des arts, de l'écologie, des sciences politiques peut-être. Et vous, Christine, alors en dehors de votre formation, qui est elle-même pluridisciplinaire, puisque vous avez travaillé sur la photo, la vidéo, l'aquarelle, vous êtes attaqué à des supports très variés, mais vous travaillez aussi en conversation avec des scientifiques. Et la première question que j'aimerais vous poser est la suivante, c'est lorsqu'on travaille avec ou à partir de la nature, est-ce que cette démarche interdisciplinaire ou pluridisciplinaire est nécessaire? Yes, I do. I think that since I'm not a scientist, but I'm really interested in natural science and plant communication, I don't want to just illustrate science. I think as an artist, I can go in and out of many worlds with art as a tool. That is, it's a good way to explore
the world or complex movements or processes. This way of making art is necessary for me. Alors oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec cela, puisque je pense ça, parce que puisque je ne suis pas une scientifique, mais moi je suis très intéressée par tout ce qui est scientifique, notamment les sciences naturelles et la communication des plantes, je dois en passer par là, même si je pense qu'il ne s'agit pas que l'art ne soit qu'une simple illustration de la science, puisque l'art est également un moyen de pouvoir explorer ces différents mondes. C'est un outil merveilleux afin de pouvoir explorer ce monde complexe dans ses mouvements et dans ses processus. Il me semble que l'art est une nécessité. Guillaume, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Est-ce que lorsqu'on s'attelle à un travail à partir de la nature ou avec la nature, alors, en fonction de où est-ce qu'on place la nature, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une approche qui croise sciences naturelles, sciences du vivant et sciences humaines et art? Est-ce que ça vous semble être une démarche nécessaire? D'autant plus nécessaire que je crois que c'est la leçon en fait de l'écologie qu'on peut penser comme étant la science de relations complexes. Et en fait, plus l'écologie s'est installée dans la pensée philosophique et dans les sciences d'ailleurs, plus elle a été envisagée de manière large. C'est-à-dire plus on a compris que le vivant et tout ce qui nous entoure dépassait le cadre de frontières disciplinaires strictes et en appelait non seulement à des disciplines nouvelles, mais à l'étude de croisement entre les disciplines. Et je crois que Christine a dit quelque chose de vraiment important quand elle a dit que, et peut-être qu'elle rebondira là-dessus un peu plus, que son travail, et je pense que c'est fondamental, n'était pas un travail illustratif. Et je crois que c'est là un point essentiel, c'est-à-dire que c'est pour ça que l'art est aussi important pour l'écologie. C'est précisément que les sciences viennent nous donner des voies d'accès pour comprendre certaines choses. Mais ce que les sciences et l'écologie nous a apprises, et qui en fait est une immense rupture par rapport à l'époque moderne et au mythe de la nature sous un prisme cartésien, d'une sorte de grand système, d'une grande machine, eh bien c'est que précisément la nature n'est pas une machine, elle n'est pas un système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modéliser la nature pour différentes raisons liées à la fois à l'incomplétude des sciences, il y a d'autres raisons, d'autres formes d'incomplétude. Et donc ça veut dire qu'en fait, reste une part de mystère, reste une part en fait qu'on ne pourra jamais capter. Et c'est là que l'art est intéressant, me semble-t-il. C'est que à la fois c'est un moyen de venir en dialogue avec les sciences, et c'est aussi un moyen de nous mettre, je ne vais pas être trop long là-dessus pour un peu laisser, mais de nous mettre au contact de choses que précisément on ignore et qui pourtant sont là et participent de la création et du fonctionnement de la nature et du monde qui nous entoure. Voilà, les micro-danses comme les mots et les invitations qu'on a justement en vous écoutant croiser les disciplines comme nécessité. J'ai entendu, je retiens l'art comme un outil nécessaire, Christine, et puis je rebondis sur ce que vous dites, Guillaume, l'idée d'une nature qui serait dont la modélisation serait impossible et l'art qui viendrait comme une manière de nous donner une approche sensible aussi, hein, d'avoir un contact alors médiatisé ou décalé, sensible en tout cas
à des choses qu'on n'arrive pas à conceptualiser autrement. Et je pense que c'est justement peut-être ce qui lie vos deux travaux, alors avec des perspectives très différentes, puisque Guillaume Lauger, vous, c'est à travers l'œil de la recherche, et vous, Christine, celle de l'art, mais je crois qu'il y a l'idée de militer pour des mouvements, des circulations, des connexions, rendre en quelque sorte vivant notre regard aussi sur ces environnements naturels. Et je rebondis sur une chose que vous avez mentionnée, Christine, c'est l'idée de la communication avec les plantes, puisque c'est effectivement quelque chose qui ne semble pas aller de soi. Peut-être que dans l'ensemble des non-humains qui nous entourent, les animaux, le monde minéral, peut-être que les plantes occupent une place très particulière, puisque on se sent investi enfin, on a l'impression, en tout cas dans les environnements urbains, de devoir s'en occuper. Donc qu'elles sont comme ça dans nos environnements directs, et en même temps on établit une sorte de relation. Et alors je voulais savoir comment vous, à travers les disciplines artistiques, ou à travers vos travaux artistiques, vous essayez de mettre en scène cette communication avec les plantes. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce rapport un peu complexe qu'on a avec ces plantes, et comment est-ce que ça s'incarne dans votre travail? Yes, I think almost every, or I know all living organisms have an inner wish to communicate. It's in our DNA, we have everywhere. And just the possibility to one day be able to speak with all intelligent, communicative organisms would be fantastic. I chose, or I've been interested in plants because I know they do communicate in so many different ways. It's just so hard for us humans to have a relationship with something that can hear, that can produce sound, that can see, that can communicate with chemicals, help each other, they have memory. I mean, this must be some sort of intelligent life, but I can't really get through. But I have a strong feeling that, that I'm in contact, in deep contact with plants and animals. The problem is that, plants are not constructed like us. The brain is not in one certain place, if you say so, and it doesn't have a face. But other than that, I do feel that I one day could bridge the language barrier between me, humans, and plants. Alors, oui, je pense que ce serait possible de le faire pour tous les organismes vivants. Ils ont tous une manière particulière de communiquer, notamment les plantes. Enfin, c'est dans leur ADN, elles aussi, elles peuvent communiquer à leur manière. Et je pense qu'en effet, peut-être, il serait possible de pouvoir établir des capacités de communication avec tous ces organismes qui eux-mêmes sont capables de communication. Et moi, j'ai choisi les plantes. Alors pourquoi j'ai choisi les plantes ? Eh bien, parce qu'elles ont plein de manières différentes de communiquer. Parfois, on peut trouver difficile de pouvoir établir des communications avec ces organismes, parce que même s'ils peuvent entendre, même s'ils peuvent produire des sons, même s'ils peuvent voir, même s'ils réagissent aux produits chimiques, même s'ils peuvent s'aider entre eux, même s'ils ont de la mémoire, eh bien, ils ne communiquent pas de la même manière que nous. Mais
il serait tout de même possible, d'après moi, de pouvoir établir une connexion profonde avec les plantes ou avec les animaux. Le problème, c'est que les plantes ne sont pas comme nous, elles ne sont pas construites comme nous. Par exemple, leur cerveau est différent. En tout cas, il n'est pas logé au même endroit, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas la même manière d'interroger au monde. Mais peut-être qu'en effet, ce serait ça qu'il faudrait faire, essayer d'établir la communication avec ce type d'organisme. Alors, Guillaume Loger, vous êtes aussi également l'auteur d'un ouvrage paru aux presses universitaires de France intitulé le Musée Monde, alors qu'il y a un sous-titre que je ne... L'art comme écologie, merci. Dans lequel, entre autres, vous nous proposez une nouvelle approche de ce que serait le musée. Nouvelle, pas forcément, justement, puisque vous repartez des sources de l'Antiquité grecque et vous montrez comment ce musée s'est réactualisé aussi à la Renaissance dans la manière dont il s'est conçu. Et alors peut-être que vous pourrez nous dire deux mots, là j'emploie les miens pour hacher peut-être un peu le propos, mais je voulais savoir justement comment peut-être l'élément végétal se présentait dans cette conception du musée, à la fois dans l'Antiquité grecque et peut-être à la Renaissance. Est-ce que le végétal tient une place particulière dans la manière de médiatiser le monde dans cet espace? Merci. Si vous me permettez, je vais rebondir aussi sur quelque chose que Christine, en fait, qui m'intéresse aussi beaucoup dans le travail de Christine et qui a... c'est en fait la question de l'épaisseur de la communication. Puisque finalement, dans cette question de... aujourd'hui, il y a tous ces travaux sous une dénomination d'ailleurs qui fait un peu débat, de neurobiologie végétale, bon, qui fait débat parce que la question de la neurobiologie est plus métaphorique que réelle, mais où il y a eu tout ce mouvement de redécouverte de, entre guillemets, l'intelligence des plantes, donc une question qui se posait, et sur découverte, comme Christine l'a mentionné, de tous les modes de communication des plantes. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, avec le travail de Christine, c'est de se poser la question, au-delà de ce que nous, humains, on comprend comme communication, est-ce qu'il y a d'autres choses, en fait, qui font communication? Est-ce que la communication, en fait, serait porteuse d'autres choses? Est-ce que les plantes, entre elles, ont des modes d'échange qui peut-être nous échappent? Est-ce qu'elles ont des modes d'échange qui peut-être aussi nous échappent à nous? Qu'est-ce qui se passe quand vous parliez des liens dans l'histoire de l'art entre les plantes? Il y a par exemple une capacité de la plante, pas que de la plante d'ailleurs, mais entre autres, à créer du symbole, c'est-à-dire à rentrer en contact avec des sociétés humaines, avec des cultures, et dans ce contact, eh bien, d'être génératrice de formes symboliques ou de sentiments. Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui joue en fait? Qu'est-ce qui fait que telle plante va, à un moment donné, créer telle... Et là, on voit, me semble-t-il, qu'il y a des questions en fait, d'interaction qui se jouent et qu'on touche d'ailleurs là peut-être une question de définition du vivant, en tout cas pour certains philosophes qui considèrent que le vivant, ou voire la question d'intelligence, au-delà du vivant, serait la capacité à générer des relations. Et en l'occurrence, les plantes génèrent des relations entre elles et avec les individus humains. Et dans une épaisseur qui, encore une fois, me semble ouverte et passionnante à ce titre. Alors, une question, Christine, pour révéler cette épaisseur de la communication entre les plantes. Je parle en termes de processus artistique. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir soi-même une expérience
sensible. Où est-ce que vous produisez vos œuvres? Est-ce que je sais qu'il est souvent question, on entend parler ces derniers temps de bains de forêt, de reconnexion à la nature. Est-ce que pour produire et pour entendre cette communication entre les plantes, est-ce qu'il faut être dans un environnement immersif soi-même? Où est-ce que vous produisez? Où est-ce que ces œuvres naissent finalement? Yes, but I have also been in a lab at the university in Stockholm, working with the plants. So I'm trying to approach the topic in many ways. I have a little garden where in the city, where I grow plants that I make pigments of. I'm really trying to study the plants from all angles in a way, and these studies can go from music to pigments to. Was that the answer of the question? Yeah, I just say one more thing there, that it's I really feel that I need this space because it's really difficult in our time to get the connection and to be an artist. But I'm an artist, and I can deal with art in any environment. I think I'm a little bit like a plant. Yeah, I adapt and yeah. Alors oui, mais j'ai également fait l'expérience de mon rapport avec les plantes, même au niveau des laboratoires, quand j'étais à l'université de Stockholm, où j'ai eu l'opportunité de travailler avec des plantes. Maintenant, j'approche le sujet de bien des manières différentes. Par exemple, là où j'habite, j'ai un petit jardin en ville, et puis j'observe la croissance des plantes, et puis par exemple, je peux travailler avec les pigments. Enfin bon, je vois qu'il y a beaucoup de manières que j'ai d'aborder les plantes. Et maintenant, en ce qui concerne mon processus de création, enfin moi j'ai quand même l'impression que j'ai besoin d'avoir cet espace, surtout maintenant, parce que on sait à quel point ça peut être difficile de pouvoir obtenir cette connexion et même simplement d'être un artiste. Alors ceci étant dit, bon, je reste une artiste, donc ça veut dire que je peux quand même avoir accès à l'art et créer de l'art où que je sois, quel que soit mon environnement. Je suis comme une plante, je m'adapte. Alors, Guillaume Leger, je vous adresse aussi cette question, peut-être un tout petit peu différemment, mais est-ce que, donc vous avez écrit, comme ça a été mentionné en introduction, un premier ouvrage en 2018. Et de quoi est-il né? Est-ce qu'il y avait une nécessité de révéler quelque chose? Alors, est-ce qu'il avait déjà peut-être une dimension militante ou politique? Et est-ce qu'il était lié à quelque chose d'une sorte de déconnexion au monde sensible qu'on pourrait, nous humains, ressentir? Comment est-ce qu'est né ce projet de recherche, finalement? C'est donc ce livre qui s'appelle Renaissance sauvage, sous-titré L'art de l'Anthropocène, partait pour moi d'une longue recherche, puisque c'était des années de thèse avant qui ont soutenu l'écriture de ce livre. Et en fait, ce que moi j'ai observé, à la fois en m'intéressant aux sciences de l'environnement, à la philosophie de l'environnement, et à la fois à ce qui se passe dans l'art et le design, une partie en tout cas de l'art et le design contemporain, c'est que j'ai eu le sentiment qu'il y avait des changements de paradigme profonds qui étaient en train qui étaient à l'œuvre. Et il m'est venu à l'esprit que il serait peut-être possible de parler d'une nouvelle forme de renaissance. Et donc pour ça m'a conduit à m'intéresser à la Renaissance des 15e, 16e.
et à la penser en fait comme un concept écologique et philosophique qui, pour le dire rapidement, correspond à un changement radical dans la manière dont l'homme se pense dans le monde et considère et voit le monde. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose à peu près du même ordre. Et là où le livre a peut-être une dimension, entre guillemets, engagée, je sais, voilà, peut-être engagée, même si c'est un livre, un travail de recherche, c'est pas un livre d'opinion, mais c'est qu'effectivement, ce basculement, où il se fera de manière volontaire si on en prend le chemin, ou il se fera de manière forcée par le changement de l'environnement lui-même qui nous forcera à aller vers d'autres modèles. Et c'est intéressant par exemple parce que en me plongeant un petit peu dans le travail de Christine, je voyais par exemple, et peut-être que Christine pourra en parler, une œuvre en particulier qu'elle a faite. D'ailleurs, je serais assez intéressé qu'elle en parle et qu'elle me dise si j'ai bien compris ce processus. Elle a accroché des plantes à des feuilles de papier, si j'ai bien compris le système. Autrement dit, elle a lâché en fait la maîtrise de l'œuvre et elle a laissé le processus de création à une autre force que la pure force de l'artiste. Et elle a laissé, en l'occurrence, une plante, mais on peut imaginer ça avec beaucoup d'autres choses, faire œuvre à sa place. Et ça, c'est ce que moi j'analyse comme étant une nouvelle forme de perspective en art, une nouvelle manière de créer de l'art, où là, il y a une rupture totale avec la modernité depuis la Renaissance, c'est-à-dire l'homme au centre qui crée une œuvre à partir de son propre point de vue et qui impose sa volonté à une matière ou à une surface, à un artiste qui décide de confier une partie de la création à une autre force que la sienne. Et donc, la création devient en fait un processus collaboratif et non plus un processus uniquement du fait de l'artiste. Et je ne sais pas, peut-être si Christine, ça m'intéresserait, si je peux me permettre peut-être de voir si Christine se reconnaît dans ce processus créatif, en tout cas pour une partie de ses œuvres. Pardon. Yes, I'm kind of brought up with the postmodernism in a way where it was very popular to let nature do everything for you. You didn't even touch the art. Everything was left to the computer or the tree or things. Now I think that we are, or I am, in a stage where I want this cooperation. I want to have a communication. We do it together, and that's like doing art. When you sit painting or stand, when you paint, in one stage you just let go, and the painting is suddenly talking to you and telling you what to do, and then you have this just magical communication. And I think that's how I want to interact with the world and with plants, and we do things together. But I do use synesthesia. I try to process this input and to get it out in different manners. Yeah. Oui, alors moi j'ai un petit peu grandi dans l'ère postmoderniste. Donc c'est-à-dire que dans cette ère postmoderniste, la nature elle fait tout pour vous. Donc c'est-à-dire qu'on touche à peine là. Au final, c'est l'ordinateur qui s'en charge, c'est l'arbre qui s'en charge suivant le support. Et là, j'en suis à une étape où je commence à voir les choses différemment. Où là, en fait, j'ai envie d'une coopération, j'ai envie d'une communication, j'ai envie qu'on fasse les choses ensemble.
Donc en fait, par exemple, quand on peint, il y a toujours un moment donné où on va lâcher le contrôle, on va laisser aller, et c'est au final la peinture qui va nous dire quoi faire. C'est une forme de communication magique qui s'établit. Et maintenant, c'est la manière dont je souhaite procéder avec le monde en général et les plantes en particulier. C'est-à-dire que j'essaie de créer ce procédé où il y a des apports différents qui vont me parvenir, et puis je vais essayer de le représenter de manière variée. Je voulais juste rebondir une seconde parce que je pense que c'est très important en tout cas quand on regarde l'art, de ce que Christine dit effectivement sur la période postmoderne où il y a, moderne et postmoderne, mais bon, peu importe ces terminologies et les temporalités que l'on met, mais en tout cas effectivement de laisser en fait la main à d'autres formes créatrices. Il y a eu ça beaucoup dans les années 50-60 avec le hasard qui était en fait convoqué pour faire œuvre d'art. Et ce qui est important, et je crois que c'est dans les propos de Christine, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas simplement l'idée, et peut-être que j'étais pas clair là-dessus, mais en fait, de laisser l'autre créer, il y a l'idée de créer ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu différent de l'approche du hasard dans l'art, puisque là, il y a vraiment une idée de faire quelque chose ensemble, et donc de trouver, en fait, d'où la communication, d'où d'autant plus la nécessité de communiquer, puisque pour pouvoir créer avec quelqu'un, eh bien, il est nécessaire de créer un mode de communication, de s'intéresser en tout cas à ce qu'est l'autre, de l'accueillir pour ce qu'il est, de voir comment on va pouvoir échanger avec cet autre, et ensuite de s'engager dans un processus créatif, puisque l'idée au-delà de l'art qu'on voit derrière, c'est en fait une manière d'être au monde et une manière de faire société. Et on voit aujourd'hui dans l'écologie que ce qu'on est en train de décrire là, c'est ce qu'on souhaite faire dans nos manières de produire et d'agir. C'est-à-dire qu'on a compris qu'on ne pouvait plus tout décider tout seul dans notre coin comme s'il n'y avait pas autour de nous de vie, mais qu'il fallait prendre en considération la vie qui nous entoure dans tout ce qu'on produit, dans tout ce qu'on fabrique. Donc en fait, d'avoir la même attitude que ce qu'on vient de décrire pour l'art. Donc c'est intéressant de voir que finalement cette approche-là, dans l'art, reflète l'approche précisément qu'on est en train qu'on souhaite mettre en place dans la question écologique. Et ça pour le coup, c'est nouveau. C'est-à-dire c'est nouveau par rapport à la période peu importe, postmoderne, mais en tout cas depuis les années 50-60 pour faire Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, quand on parle des années 50-60, je me souviens d'une exposition qui avait lieu au Centre Pompidou et qui, à mon avis, illustrera assez bien ce changement de paradigme, où on avait une vidéo où on voyait, donc c'était intitulé « Apprendre l'alphabet à une plante ». Et on avait donc une plante qui était posée comme ça en plan fixe, et puis il y avait quelqu'un qui passait comme ça avec un abécédaire et qui mettait A, B, C. Et en fait, ce qui créait en fait un peu l'œuvre, c'était le sentiment qu'on trouvait ça un petit peu absurde, nous comme regardeurs. Et il y avait, voilà, ça créait quelque chose d'assez drôle. Et on se rend compte que, et je trouve que le changement de paradigme s'illustre bien, c'est-à-dire que c'était encore l'humain qui tentait d'expliquer quelque chose à la plante. Et là, avec le travail de Christine, il y a vraiment le fait que l'artiste est plutôt catalyseur de la relation, c'est-à-dire que il la déclenche, mais il la vit avec ce qui n'est plus non seulement le support, mais justement comment dire, la personne avec laquelle, l'entité avec laquelle il interagit. Donc il y a vraiment ce changement de paradigme que je trouve passionnant. Et je me demandais aussi, Christine, dans votre travail, j'y reviens, c'est vrai que vous employez un nombre de médias qui est assez impressionnant. Donc vous faites de la vidéo, des aquarelles, on va le voir aussi dans quelques instants, la musique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui préside à votre choix de vous orienter vers un médium ou un autre, ou est-ce que c'est justement, alors je ne veux pas dire le sujet, mais la plante ou l'entité qui déclenche quelque chose en vous et qui vous fait choisir tel ou tel format?
first of all, is this synesthetical method I use. I think to be complete, I need to work with all my senses. But also maybe I would like to have been born a Renaissance man. I don't know. Just to, I think that is not the easiest path of the artist, to work with all these different media, but the Allkunstwerk is there somewhere, and I love the idea. The total work of art. I mean, it's something I will never achieve, but it's, yeah. Oui, en effet, tout d'abord, c'est pour cela que j'utilise ce type de méthode. J'essaie d'être la plus complète possible. J'essaie notamment de travailler avec tous mes sens. J'essaie un petit peu d'être cet homme, cette femme de la Renaissance. Même si, faut quand même admettre que c'est pas le processus le plus simple d'avoir à interagir avec autant de médias différents lorsque l'on crée une œuvre d'art. Mais j'essaie quand même de tendre vers cet art, cette œuvre d'art totale, même si c'est pas tout à fait possible. L'œuvre d'art totale, ou en tout cas la dimension totalisante, je crois que c'est aussi quelque chose qui fait partie précisément de l'ADN du musée Monde que vous essayez de nous faire, dans lequel vous essayez de nous faire entrer dans votre livre. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée d'une œuvre d'art totale, Guillaume? Alors, effectivement, il y a un peu, on pourrait retrouver ça dans le musée Monde, peut-être encore plus dans Renaissance sauvage, puisque toute Renaissance, évidemment, comme beaucoup de choses dans l'histoire, n'émerge pas de manière spontanée, mais est le fruit d'un processus d'évolution. Toute une Renaissance, c'est toujours préparé. Et tout comme il y a eu ce que les historiens appellent une pré-Renaissance de quelques 100-150 ans avant le basculement qui s'est opéré au 15e, 16e, eh bien, j'analyse une pré-Renaissance sauvage que je fais partir du milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et je regarde en fait comment à la fois la naissance et l'évolution des sciences et philosophies de l'environnement et l'évolution de l'art convergent et aboutissent à aujourd'hui. Et en art, et d'ailleurs dans la pensée elle-même, l'histoire des idées, effectivement, l'œuvre d'art totale, c'est ce qu'on va retrouver à partir du milieu du 19e, avec ce concept de Gesamtkunstwerk, chez Wagner, appliqué à l'opéra, avec l'idée d'une fusion de tous les arts pour créer sur scène une sorte de spectacle total, et ensuite une idée d'œuvre d'art totale qui va dépasser le champ de l'art lui-même et qui va se donner pour vocation de transformer la société. Et c'est évidemment toute l'idée de Arts and Crafts, de William Morris, John Ruskin, et ensuite tous les mouvements de l'art nouveau qui va se répandre en Europe, au Japon et aux États-Unis, avec l'idée, et c'est là où en fait il y a aussi je vois une forme un peu de similarité avec aujourd'hui, et où d'une certaine façon on pourrait analyser ce qui se passe aujourd'hui comme une sorte un petit peu de rêve d'œuvre d'art totale qui revient avec l'espèce de regain d'intérêt sur la question pluridisciplinaire que l'on voit aujourd'hui. Eh bien, c'est que l'idée de cette combinaison des arts pour transformer la société, c'était au 19e en réaction avec les effets de la première révolution industrielle qui prenaient une dimension de plus en plus spectaculaire, de plus en plus visible. Et d'une certaine façon, il me semble qu'on peut faire le parallèle avec aujourd'hui, avec évidemment une autre échelle, mais les effets de la modernité qui deviennent ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc effectivement, l'œuvre d'art totale est un prisme, et certainement en tout cas le rêve de l'homme de la Renaissance sauvage, s'il avait un rêve. Alors, donc,
dans Renaissance. Et alors, on va essayer de se rêver, en tout cas, on poursuit votre rêve, Christine, théorisé par Guillaume, d'être vous-même à l'origine d'une œuvre totalisante. Mais du coup, elle n'est pas née de rien. Alors, est-ce que il y a aussi dans votre travail, parce que là, on est entré aussi dans une chronologie de l'histoire de l'art, une forme de continuité. Est-ce qu'il y a aussi des inspirations dans votre travail, des artistes ou des penseurs qui vous habitent, qui vous animent dans votre démarche créative? Yeah. I've taken a big interest in theosophy and Madame Blavatsky and Annie Besant from an artistic point of view. I first I got interested in music, I think, through their thought forms. There's a book called Thought Forms from 1905, where there is painted observations of clairvoyant visions of music. And when I saw this, I didn't know what it was. I didn't know about theosophy, but I understood that here somewhere is my inspiration. I also can see music, but I cannot. I can see I can hear when a painting is finished, and I started to be interested in theosophy. So that is a big inspiration, and it's the combination of art, religion, science, and philosophy with no complications that I find inspiring artistically. Alors oui, j'ai notamment un intérêt tout particulier pour la théosophie. Je me suis beaucoup intéressée, entre autres, à l'œuvre de Madame Blavatsky, et notamment l'intérêt du point de vue artistique de la théosophie. J'ai un grand intérêt également pour la musique, notamment la pensée qui peut se cacher derrière la production de musique. Je me souviens par exemple d'un livre qui s'appelait La forme de la pensée, je crois, qui a été publié en 1905, et qui était un recueil de peinture, de clairvoyance sur la manière dont ils se représentaient la musique qu'ils entendaient. Alors moi à l'époque je ne connaissais pas la théosophie, mais maintenant je comprends que c'est un peu mon inspiration, puisque je sais que je peux voir la musique. Je sais également que j'entends lorsqu'une peinture est terminée. Et que du coup la théosophie, après ces considérations, je me suis rendu compte que c'était une inspiration majeure pour moi. La théosophie, en effet, c'est un moyen pour l'art, la religion, la science et la philosophie de cohabiter en harmonie. Donc je trouve que c'est une belle source d'inspiration artistique. Je dirais, je retourne la question à Guillaume. Est-ce qu'il y a un socle théorique aussi à partir duquel vous avez construit ces concepts de musée-monde? Est-ce qu'il y a vous voyez quelque part dans une sorte de trajectoire avec d'autres penseurs avec lesquels vous vous sentez en interaction? Bon, beaucoup en fait, parce que c'est des propos qui sont larges et Renaissance sauvage témoigne d'un climat de la pensée écologique aujourd'hui, alors avec évidemment des divergences des penseurs qui ont des approches un peu différentes, mais d'ailleurs qui d'une certaine façon convergent quand même pour beaucoup dans les ambitions, dans les centres d'intérêt. Et c'est intéressant aussi de voir que on se repenche vers la théosophie, que peut-être même d'ailleurs sans le savoir, on se pense aussi vers l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui était
qui avait quitté la théosophie de Madame Blavatsky pour fonder son propre courant, et qui a une influence d'ailleurs que des gens ne soupçonnent pas forcément. Dans une pharmacie, aujourd'hui, les produits Velleda, c'est Rudolf Steiner derrière. L'agriculture biodynamique, le label Déméter qu'on trouve dans les magasins bio, c'est les cours de Steiner sur l'agriculture en 1925. Et c'est des pensées qui effectivement sont intéressantes derrière, dans cette idée d'une sorte d'interaction totale, et l'idée que faire pousser une plante, c'est aussi s'intéresser au milieu dans lequel la plante se situe. Sur les exploitations agricoles en biodynamie, il y a l'idée d'avoir une pluralité d'espèces, d'avoir des animaux sur place, de s'intéresser au cycle lunaire, aux étoiles, etc. Et donc c'est une vision en fait qui est basée sur une espèce de compréhension énergétique du monde, une sorte de compréhension que tout serait une sorte de vibration, d'une production d'énergie, et qu'en fait il fallait comprendre ça comme un tout. On peut encore aujourd'hui tirer des fils avec les médecines holistiques, toutes ces pensées du tout en fait, qu'on va retrouver à la fois dans des pratiques médicales ou dans l'agriculture. Et on voit que ce sont des pratiques sur lesquelles on se réintéresse. Et alors, sans faire d'analogie, disons, sans tirer de traits égales, c'est intéressant aussi de voir que, d'une certaine façon, on s'intéresse aussi à des cultures extra-occidentales qui elles-mêmes avaient connaissaient beaucoup moins les séparations que la modernité nous a imposées, qui elles-mêmes avaient justement des approches aussi, et encore jusqu'à aujourd'hui, ont gardé des approches aussi larges que ça dans leur compréhension du monde et leur manière de faire société et de guérir et de produire, etc. Oui, effectivement, je crois beaucoup d'ailleurs dans le dialogue interculturel, précisément pour faire naître des idées un peu différentes, et c'est ce qui est incarné parfaitement aujourd'hui. Alors là, je me ressaisis de cet environnement magnifique dans lequel nous sommes. On a la chance d'être dans un magnifique jardin entouré de plantes, donc le propos est particulièrement incarné, et ça m'amène doucement, puisque la rencontre est suivie d'une performance musicale, vers le domaine du marais. Et alors je me suis, entendant que Christine avait travaillé avec ce thème-là auparavant, d'une façon musicale, je me suis intéressé alors non pas à l'étymologie, mais aux acceptions du terme marais. Et j'ai été assez donc amusé, donc en amont de cette rencontre. Donc j'ai trouvé deux définitions. Donc la première, c'est qu'on nous dit que donc c'est le CRTL, alors j'ai plus exactement l'acronyme, enfin c'est un dictionnaire sérieux. Donc on nous dit que c'est un terrain généralement de vaste étendue, recouvert en permanence d'une nappe d'eau peu profonde où croissent en abondance des plantes aquatiques et parfois des arbres. Et alors là, c'est marrant, au sens figuré, on nous dit s'emploie pour référer à une attitude, un état, une situation présentée comme quelque chose dont on ne peut pas se dégager, auquel il est impossible d'échapper. Donc il y aurait comme ça une sorte de fatalité qui irait avec le marais. Et puis une autre acception du terme, c'est que c'est un terrain bas situé dans l'enceinte ou alentour de Paris, propre à la culture intensive des légumes. Voilà, c'était juste parce que je trouvais ça assez amusant, parce que nous sommes au cœur du marais, mais je voulais savoir ce que vous mettiez aussi en termes d'imaginaire derrière ce terme-là, et peut-être comment vous aviez travaillé musicalement avec ce mot-là, Christine. Musically, I did a whole a show. It was a show called The Four Dimensions of a Swamp. And that's the title of this music I'm going to play, with the fourth dimension pointing to either time or a higher dimension, I don't know. I thought it was interesting because we have these activists now
working for restore the waterlands, and they're really attacking art. In the National Museum in Stockholm, there were some activists having red paint on their hands on a Monet painting. Was glass in front, of course, but anyway, I'm really pro these people, and I really love this swamp that I've been working with. I've been taking field recordings. I've been using a hydrophone, taking up sound from under the water, and I'm doing music, meditative music to it as well. But anyway, these activists, it was kind of funny because I both love them and I kind of a little bit hate them because they destroy art. If they do too much of this activism, there will be so much glass in front of in the museum. So anyway, but they really, I've been doing this great really grand painting, huge, 5 times 5 meter, and there they are in this swamp. I've portrayed these activists, and they actually knew about this, and they were sending people to come seeing my show. So. Alors oui, en effet, musicalement, moi j'avais créé une performance. D'ailleurs, ça s'appelait Les 4 dimensions d'un marais. Ça, c'est d'ailleurs le titre d'une musique que je vais jouer après cette rencontre. Et parmi ces 4 dimensions, je prenais en compte plusieurs éléments, comme par exemple le temps, ou même une autre dimension supérieure que j'ai un peu de mal à caractériser. Maintenant, on sait que tout ce qui concerne les marécages, les marais, c'est un sujet qui est particulièrement intéressant maintenant. On sait qu'il y a tout plein de mouvements pour la restauration des marécages. Il y a notamment eu des militants qui étaient pour justement la restauration des marécages, qui avaient eu une action coup de poing au musée à Stockholm, où en fait ils avaient mis de la peinture rouge, ils avaient de la peinture rouge sur les mains, puis ils en avaient mis sur un Monet, mais bon c'est pas grave, c'était protégé par une vitre. Mais du coup, moi je suis quand même relativement pour ces militants, et parce que j'aime aussi beaucoup les marécages. Et je me souviens d'ailleurs, j'étais allée dans un marécage et puis j'avais fait des captations de son. Alors je l'avais fait en enregistrant les sons qui étaient sous l'eau, qui étaient au-dessus de la nappe d'eau. Et parce que j'avais voulu créer une œuvre d'art avec ça, j'ai notamment créé de la musique méditative en me basant sur ces enregistrements. Et je dois dire qu'en ce qui concerne ces militants, je les aime, mais en même temps, je les déteste. Parce que ils détruisent également ce que j'aime. Parce que avec leurs actions, maintenant, on va avoir des vitres partout dans les musées qui protègent les œuvres d'art. Et pour en revenir au marécage, moi, à un moment donné, j'avais créé une immense peinture, je crois qu'elle faisait 5 mètres sur 5, et c'était au niveau du marécage que je l'avais créée, et en même temps, ces militants, ils en avaient entendu parler, ils m'avaient ramené des cohortes de personnes pour voir mon œuvre d'art dans les marais. Guillaume, est-ce que vous voulez rebondir sur le militantisme écologique utilisant les âmes écologiques pour s'adresser à l'art, ou si vous ne voulez pas vous engager sur ce terrain marécageux, est-ce que le marais, le paysage du marais vous inspire quelque chose, ce qui pourrait être un chapitre d'une exposition d'un musée monde? Comment est-ce que, en termes d'imaginaire, qu'est-ce que vous y mettez? Ce sera peut-être la dernière question, parce que je vois que le temps file. Je vais du coup plutôt peut-être réagir là-dessus. Ce que je trouve intéressant d'ailleurs dans le marais, c'est que pendant longtemps on associait ça à des choses un peu troubles, un peu repoussantes. Et en fait je trouve que ça incarne assez bien une sorte de renversement à la fois esthétique et intellectuel. C'est-à-dire qu'on a longtemps en art, on a valorisé la clarté, la pureté. Il y avait cette espèce on associait l'idéal à des choses finalement très pures.
Et on voit qu'aujourd'hui, il y a en fait le trouble, parce que précisément le trouble c'est le mélange, le trouble c'est la rencontre, c'est le lieu de la communication, en fait c'est le lieu de la vie. Et c'est peut-être le trouble, c'est peut-être une des meilleures, un des meilleurs peut-être motifs qui pourrait représenter la vie. Et en fait, du coup, on se met aujourd'hui à valoriser, je pense évidemment à Donna Haraway, mais on pourrait penser à... Enfin, c'est une métaphore assez puissante qui donne... qui montre aussi comment des valeurs sont en train de basculer. Et ce qu'on trouvait repoussant hier, ce qui nous inspirait du dégoût, eh bien, va aussi évoluer et on va se mettre à regarder autrement et typiquement à aimer le trouble qu'on aimait peut-être pas forcément avant. Alors je propose qu'on referme cette conversation sur l'idée justement d'un trouble autre, d'une métamorphose en cours pour précisément écouter peut-être autrement la performance musicale qui va suivre cette conversation. Je tiens à remercier évidemment très chaleureusement tout d'abord nos deux panélistes, Guillaume Loger et Christine Hödlund. Merci beaucoup pour cette conversation. Merci à l'Institut suédois qui nous héberge et à toutes les équipes. Et donc, comme je le disais, il y a une performance musicale qui va suivre incessamment sous peu. Merci beaucoup à vous toutes et tous.